Je vous demanderai si vous voulez de prendre place parce que j'ai une ça a été parlé Elle est en automatique et même catastrophique. Si les penseuses ont fini de prendre leur café, Comme ça. les anesthésistes sont en Merci. Ça c'est quoi? C'est mieux comme ça, non? Oui, je crois, oui. Chers amis, chers collègues, je vais la remettre la séance solennelle de l'Académie nationale de chirurgie. Je voudrais d'abord remercier les autres personnalités qui nous honorent de leur présence et dont l'éclat rehausse la solennité de cette séance. Son Excellence l'ambassadeur d'Argentine, Mario Verón, représenté par M. le ministre Pablo Pinheiro Arangourou. Son Excellence l'ambassadeur du Bénin, M. Auguste Alavo, représenté par M. Angelo Dag. Son Excellence l'ambassadeur d'Italie, Mme Teresa Castaldo, représentée par son attaché culturel, mon ami Lucrezia Giovanni. Messieurs les représentants de l'Académie de médecine, et en particulier Emmanuel Camanis, son président, Jean-François Alilaire, son secrétaire perpétuel, Christian Châtelain et Daniel Couturier, président et secrétaire perpétuel sortant, Jean-François Mattei, vice-président, secrétaire élu 2020, Monsieur Michel Jourde, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, Monsieur René Ouin, président de l'Académie vétérinaire de France, Monsieur Jean-Pierre Gégou, secrétaire général de l'Académie vétérinaire de France, et je le regarde personnellement parce que je vous ai publié, Jacques Cassé, trésorier de l'Académie nationale de médecine. Messieurs les anciens présidents de l'Académie nationale de chirurgie, Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés savantes et des collèges de spécialité chirurgicale, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration des fédérations hospitalières, je suis très heureux de vous accueillir ici. Il est de tradition statutaire que le président annuel de notre compagnie termine son mandat par un discours au cours de la séance solennelle. Avant de vous retracer quelques éléments clés de ma vie chirurgicale et de mes conceptions de la médecine et de la chirurgie, je voudrais tout d'abord remercier le conseil d'administration de m'avoir élu à la présidence de notre académie en enfreignant les habitudes. Car même si je n'ai pas failli à l'enseignement, je ne suis pas un universitaire officiel et en plus, j'ai consacré à ma formation de chirurgie viscérale ma carrière à la chirurgie gynécologique. Or, jusqu'à ce jour, aucun gynécologue ne fut président de notre compagnie. La porte est ouverte et soyez-en sûrs, la chirurgie gynécologique, c'est l'être de noblesse. Je voudrais vous assurer en préambule également que ce discours marque certes la vie d'une fonction prestigieuse, mais également le début d'une nouvelle vie, car ayant cessé mes activités opératoires, je vais pouvoir consacrer ce temps à des moments de réflexion et de partage d'expérience, notamment auprès de la nouvelle équipe de l'Académie, à qui dès à présent je souhaite une pleine réussite. Je voudrais pendant cette période également renforcer les liens établis entre la deuxième division de l'Académie nationale de médecine et notre compagnie. Plutôt que de terminer mon propos par une suite de remerciements à l'identique d'un générique de film, et au risque d'en oublier quelques-uns, je voudrais remercier d'emblée tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de l'Académie cette année, et en particulier Philippe Marc, notre secrétaire, qui dans cette période difficile s'est donné sans compte. Je suis un poste de 68 ans et ai fini mes études médicales dans un CHU de papier, Bichat-Bonjour. C'est dans ce dernier hôpital que j'ai découvert la chirurgie digestive dans le service de Jean-Louis Lorta-Jacob, étant l'instrumentiste occasionnel de François Péqueté et de Jean-Noël Maillard, chez qui je serai plus tard interne et où j'apprendrai la chirurgie de l'hypertension portale, aujourd'hui défunte. Dans ce même hôpital, je découvrais les pathologies auprès d'un enseignant remarquable, Jean-Pierre Benamou, dans le service de René Fauvel. Mon engouement pour la pathologie digestive grandira encore après un séjour à Leeds, chez Golliger, et au Saint-Marc's Hospital où je me lierai d'amitié avec John Nichols, que notre académie avait sacrément d'honneur l'année dernière. Malgré cette passion pour la chirurgie digestive, la découverte d'autres disciplines et le souci d'en passer toute la médecine qui aurait me fasciner, m'invita à faire un internat varié, convaincu
que l'hyperspécialisation devrait se faire tardivement et que l'éclectisme médical est absolument indispensable à la formation. Durant mon internat, j'avais côtoyé des hommes d'exception. Je compris plus tard qu'ils appartenaient à la fin de l'époque de ce que j'appelle les chirurgiens illustres, qui n'avaient à leur disposition que peu d'outils, tant diagnostiques que thérapeutiques, et pas encore les contraintes de l'évidence-based médecine et de l'inquiétude judiciaire. En effet, 1968 a été le prélude d'un bouleversement sociétal, mais également le début d'une véritable révolution médicale. Avant 1968, le diagnostic de ces illustres chirurgiens reposait sur 5 sens. Le regard appréciait la pâleur, la rougeur, l'altération, la déformation, l'immobilité. Leur oreille traquée, sibilant, crépitant, souffle et battements cardiaques. Et même s'ils ne goûtaient peu les humeurs, nos maîtres nous faisaient remarquer l'odeur de fétor hepaticus, l'aigreur du médusa, et encore la malodeur vaginale du Cardinella vaginalis et des Escherichia coli. Enfin, c'est par la palpation qu'ils appréciaient l'élasticité, la résistance, la rémitance et autres ventes de bois, caractérisant une tumeur et reflétant les mots internes. Leur diagnostic se précisait au fil du recueil sensoriel de leur impression. Les aides au diagnostic n'existaient pas, et parfois ces hommes illustres étaient obligés de recourir à l'exploration chirurgicale qui de temps à autre revenait blanche. Parfois même, seule les nécropsies permettaient le diagnostic. Enfin, le geste chirurgical, s'il était parfois très complexe, demandant habilité et audace, n'utilisait que très peu d'outils cliniques. Dans ces conditions, je débutais mon internat chez Christian Cabrol, en chirurgie cardiaque. Chez lui, j'ai pu participer aux premières transplantations cardiaques et compris le sens de l'effort et de l'abnégation. Il m'a appris que le succès chirurgical n'était pas le fruit du hasard, mais qu'il relevait d'un dur labeur et qu'il reposait sur un effort continu. Je dois vous dire que je l'ai souvent pensé au cours d'un montée d'un col en vélo ou de l'ascension d'un septième au départ. Chez Raymond Villain, j'appréhendais les grandes règles de l'hygiène hospitalière et notamment la transmission manuportée des germes, bien avant que l'on mesure la consommation des solutés hydroalcooliques dans les hôpitaux. À la création des SOS Mains, j'apprenais la microchirurgie et la patience qu'elle impose durant les nombreuses heures et nombreuses nuits passées à l'implantation des doigts et des mains arrachées. Et j'appréciais enfin ces nombreuses allégories et métaphores, et permettez-moi de vous rappeler celle-ci qui est bien d'actualité. Connaissez-vous, Villet, la seule chose qui soit dorée à l'assistance publique? Non, c'est le staphylocoque. Je compris chez lui le sens de cette maxime de la Rochefoucauld que j'aurais souvent plaisir à citer au cours de très ennuyeuses réunions. La gravité est une maladie du corps inventée pour cacher les euphémismes. Chez Jacques Rémy, j'ai découvert la chirurgie thyroïdienne et ma mère. J'ai débuté avec son soutien, après mon diplôme d'immunologie générale de l'Institut Pasteur, mes travaux sur l'immunothérapie des cancers de mère chez la rate. J'ai poursuivi ceci pendant 5 ans, et ils ont fait l'objet de communications et de publications nationales et internationales, et m'ont permis d'obtenir la médaille d'or de l'internat en 1979. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir le regain actuel de l'immunothérapie en oncologie, auquel je dois dire qu'à l'époque, nous n'avions guère compris le mécanisme. Marcel Bourreau, professeur de chirurgie pédiatrique, m'apprendra les rapports avec les familles, la délicatesse de la chirurgie infantile et l'étroite relation entre les suites opératoires et l'exécution chirurgicale, tant la chirurgie de l'enfant obéit à cette règle. La fin de mon internat fut purement digestif. Pierre Hautefeuille, Jean-Noël Maillard, André Germain et Jean Lolve, chez qui je débutais ma médaille d'or, et qui m'a appris les relations humaines courtoises intra-hospitalières. Avec lui, j'ai compris les différentes autorités, hiérarchiques, de compétences et absolues. Lorsque je l'ai revu dans la maison médicale où il finissait ses jours, l'amitié chaleureuse qu'il m'a témoignée m'a définitivement convaincu qu'il avait la dernière. Je passais mon 2e semestre de médaille d'or chez René Plus, où je fis la connaissance de Christian Châtelain, et où j'ai acquis les rudiments de l'urologie qui me seront si utiles en chirurgie gynécologique, n'imaginant absolument pas à l'époque que je me destinerais à celle-ci. De tous ces maîtres illustres, je retiendrai qu'enseigner, c'est plutôt montrer ce que l'on fait que ce que l'on sait. Cet adage prend encore plus de force aujourd'hui, le savoir, et par l'avènement d'Internet,
facilement accessible qu'auparavant. Il guidera ainsi mon comportement et tous les externes et internes que je recevrai dans mon service. Permettez-moi de revenir et de rendre un hommage à Pierre Hautefeuille. Il m'a accueilli comme interne et comme chef de clinique assistant dans son service. Il m'a formé à la chirurgie raffinée, appliquant à la chirurgie digestive les principes de la chirurgie vasculaire. Sa chirurgie était une véritable chorégraphie, faite de gestes délicats, parfaitement réglés, s'enchaînant en douceur les uns avec les autres. Je compris alors que de même que l'interprétation d'une variation chorégraphique ne se conçoit que si le corps est l'émanation de la pensée, l'intervention chirurgicale ne doit pas être limitée par un quelconque handicap moteur. Le métier de chirurgien s'apprend par le travail et la répétition du geste manuel, permettant de mettre en chorégraphie les stratégies préopératoires et cliniques. Souhaitons que les écoles de chirurgie et les techniques de simulation qu'encourage largement l'Académie favorisent cet apprentissage malgré la réduction du temps de formation pratique des chirurgiens. Pensez-vous que les danseurs ont réduit leur temps à la barre? Pierre Hautefeuille n'était pas là pour les publications. Et je compris ainsi chez lui que plus que les publications, le soin même était le cœur du métier de chirurgien. Souhaitons que les critères futurs d'évaluation des chirurgiens ne se limitent pas dans l'avenir au seul recensement de leurs publications et de leur index H, index développé par Georges H. Après 3 ans et demi de clinica chez Pierre Hautefeuille, je suis contacté par Pierre Scailly, élève de la maison Broca, pour lui succéder à la tête de son service de chirurgie générale et gynécologique à l'hôpital PSPH de Diaconès. Je n'avais jamais fait de gynécologie. Je ne connaissais que la cancérologie mammaire. Par manque d'opportunité d'obtenir immédiatement une maîtrise universitaire au sein de l'assistance publique, je décidai d'accepter sa proposition. En 1 an, je me formais à la chirurgie gynécologique. Plus que la technique, ce fut les indications que je dû apprendre. J'étais définitivement convaincu, s'il en était besoin, qu'une formation chirurgicale, initiale, générale et solide permettait d'acquérir rapidement toute spécialisation. N'est-ce pas d'ailleurs la force des grandes écoles françaises d'ingénieurs? Les postes de haute responsabilité dans des domaines très différents ne sont-ils pas toujours occupés par les cerveaux formés dans ces grandes écoles? Certes, l'élargissement actuel des connaissances spécifiques dans chaque domaine complique les choses, mais je reste convaincu de l'importance d'une formation initiale éclectique et solide. Elle servira de fondation. Malgré la promesse de nombreux doyens, la réforme actuelle du 3e cycle permettra-t-elle encore ce type de mutation? La formation générale de chirurgie permet de comprendre les problèmes des différentes chirurgies, surtout de bénéficier de l'expérience des autres. Les contraintes spécifiques sont sûrement différentes, mais les grands principes chirurgicaux restent les mêmes. Ainsi, la représentation de toutes les disciplines chirurgicales au sein de l'Académie montre largement l'intérêt de tous ces échanges. Une formation générale de haut niveau avant toute hyperspécialisation, au moins pour une élite d'étudiants, nous sommes vraiment indispensables. Comment, durant ces 40 dernières années, sommes-nous passés donc de ces chirurgiens illustres que j'ai évoqués précédemment aux chirurgiens techniques que nous sommes devenus? Le diagnostic, et nous l'avons, notre président de l'Académie de médecine l'a rappelé hier, a bénéficié largement du développement des techniques d'imagerie. Rappelons que le Röntgen, publié en 1901, il a permis de pénétrer la matière avec les rayons X, et que l'échographie, avec ou sans Doppler, allait en analyser le contenu de la vascularisation. Ainsi, la chirurgie à visée diagnostique et les nécropsies disparaissaient au profit des techniques d'imagerie nucléaire et métabolique. Conclure sans ouvrir devenait possible. Parallèlement à cette révolution, s'associe une modification considérable de nos outils. À la pince, aux ciseaux et au fil que j'ai collé au début de mon internat se substituaient les clips, les ultrasons, l'électrochirurgie et plus encore. De nombreuses séances consacrées à ces nouvelles techniques ont eu lieu cette année à l'Académie, et celles-ci s'engagent auprès des tutelles pour une mise en œuvre d'un contrôle rapide de leur efficacité et de leur sécurité. J'avais conscience que la chirurgie était un acte violent et que les chirurgiens avaient créé l'anesthésie pour rendre cette agression tolérable. Imprégné de ma formation chez Pierre Hautefeuille, nous décidions avec mon équipe de rendre la chirurgie gynécologique la plus douce possible, profitant du fait que la célioscopie existait déjà dans les blocs de chirurgie gynécologique. Nous nous sommes très vite engagés dans la chirurgie laparoscopique. Cette nouvelle voie d'abord s'intégrait parfaitement à une époque où la chirurgie mini-invasive, chirurgie douce par excellence, trouvait sa place à côté des médecines douces 6 ans en voie.
Il ne fallait plus attirer la lésion à soi par une large incision, mais se porter vers elle le plus en douceur possible. La laparoscopie gynécologique se développait et de mimétique imitant les techniques laparotomiques, elle devint progressivement innovante, proposant de nouvelles gestuelles. C'est ainsi que l'on participa à la modification de l'indication de curage aortique dans le traitement des cancers du col utérin, auquel une séance dédiée était consacrée cette année à l'Académie. À côté de la chirurgie gynécologique laparoscopique qui imposait donc l'entrée de la technologie au bloc opératoire, nous nous sommes toujours engagés dans de nouvelles technologies. Sans doute étais-je favorisé de travailler dans une petite structure, étant maître de mes décisions et pouvant facilement et rapidement passer à l'acte. Laissez-moi donc ici vous faire part d'une réflexion métaphorique. L'hôpital des Diaconesses pouvait être comparé à un voilier de régate. Nécessité de décision et d'exécution rapide, alors que l'assistance publique est plus proche du paquebot de croisière. J'ose pas le dire, mais en espérant que ce ne soit jamais le Titanic. Risque pour moi d'autant plus important que le commandement actuel n'est plus assuré par un médecin mais par un administratif. Est-ce qu'on a vu un porte-avions commandé par un normalien ou un ENA? Phrase qu'aime beaucoup, je crois, j'apprécie. En dehors de la laparoscopie, c'est principalement dans deux domaines que les progrès techniques ont pénétré le service. La pathologie mammaire d'une part, où nous avons été le 3e service de France à acquérir avec l'aide de la Ligue contre le cancer, que je remercie ici, une table dédiée aux biopsies mammaires stéréotaxiques. Nous avons largement développé la technique du ganglion sentinelle dans le cancer du sein, et actuellement nous participons à un forfait innovation sur l'utilisation des ultrasons de haute fréquence dans le traitement des adénofibromes du sein, en espérant surtout, comme dans d'autres disciplines, que cette technique puisse un jour s'appliquer au traitement du cancer. L'urogynécologie d'autre part, en important de Suède et en réalisant en France le premier soutènement sous-urétral pour la cure de l'incontinence urinaire de la femme. Il en a résulté une véritable révolution dans la prise en charge de ce très fréquent handicap. Et à côté de l'incontinence, de par notre formation polyvalente, nous avons rapproché les urologues, les chirurgiens digestifs et les gynécologues, et avons créé le terme de pelvipérinéologie que nous avons pour la première fois proposé au congrès de la FIGO à Montréal en 1984. De nouvelles techniques de prise en charge globale des troubles de la statique pelvienne voyaient le jour, et nous avons dans cet esprit rédigé avec Franck Lazare, chef du service de chirurgie digestive au CHU de Toulouse, et avec Jean-Marie Tousselin, chef du service d'urologie au CHU de Nantes, un ouvrage sur les troubles de la statique pelvienne de la femme. Ainsi, nous étions pas des chirurgiens et tous, mais des chirurgiens. Devant cette remarquable évolution, permettez-moi alors de finir ce discours en me laissant aller une réflexion sur les conséquences de cette hypertechnicité sur la relation médecin-malade. À côté de cette technicité, la numérisation même de l'information a envahi notre quotidien. L'échelle visuelle analogue est devenue graduée pour obéir à la rigueur de l'outil binaire. Le numérique supprime même progressivement toute la part subjective de l'interrogatoire. L'apparition des scores, les exemples ne manquent pas, envahissent définitivement l'apprentissage de la sémiologie. La clinique se modifie progressivement et le clinicien laisse la place au logiciel d'aide diagnostique. Au maximum, celui-ci peut tranquillement assis dans son bureau faire le diagnostic d'une maladie en recueillant des questionnaires, des images, des examens complémentaires de plus en plus sophistiqués, allant jusqu'à la traduction moléculaire, tous les renseignements pathognomoniques de la maladie. Le contact avec le patient, lui-même de plus en plus informé, n'est plus nécessaire. Le patient se trouve ainsi désemparé, puisque celui qui le prend en charge peut le faire sans le rencontrer, l'avoir vu, senti ou palpé. C'est devant cette absence de dialogue et de contact charnel que les patients sans doute réclament la consultation d'annonce. En effet, la prise en charge de leur esprit apparaît aussi importante que le diagnostic scientifique de leur maladie. L'acquisition du robot chirurgical, où nous fûmes les pionniers, allait encore accroître cette distance entre le chirurgien et son opéré. La transmission électronique permet de plus d'opérer à distance du patient. Ainsi, les chirurgiens actuels peuvent opérer sans aucun contact direct plusieurs malades dans des lieux différents, sans les voir, sans les toucher directement. Le chirurgien a enfin acquis le don d'ubiquité. Aujourd'hui ou demain, pris dans cette technicisation outrancière,
le chirurgien, tel un ado face à sa PlayStation, les joysticks bien en main, taillera, disséquera à des milliers de kilomètres la lésion incriminée, sans peut-être avoir jamais vu son patient. Mais celui-ci reste ambivalent. En effet, séduit par la médiatisation et envoûté par la spectacularité et la théâtralité de notre vie sociale, il réclame le maximum de technologie, mais demande également possibilité de rencontre avec le chirurgien, chaleur de l'écoute qu'il reçoit, qualité des conseils qu'on lui produit, bonne foi apparente de son interlocuteur. Se pose alors une véritable question: ce technochirurgien va-t-il perdre le supplément d'âme nécessaire et qu'aucun enseignement universitaire actuel n'apporte? De cette grande technisation, soma et psyché vont-ils se voir séparés? Comment faire pour que le chirurgien ne regarde pas davantage l'ordinateur et l'écran que le malade dans les yeux? Ma génération, nous sommes des chirurgiens de la transition, nous ne sommes plus des chirurgiens illustres, nous ne sommes peut-être pas encore des technochirurgiens. Mais demain, comment notre métier sera-t-il fait? Pourra-t-il exister des chirurgiens hautement techniques et humanistes, où la technique sera-t-elle dissociée de la prise en charge psychologique? Le technochirurgien opère, le psychochirurgien informe et prend en charge le psychique de son malade. Cette vue, en fait, a sans doute des limites. En effet, tout ne peut être technicité, car le corps lui-même, même s'il y a une carte génétique qui est innée et on vous fait croire beaucoup de choses, est soumis à une certaine plasticité liée à notre cerveau, à l'environnement, ce qui le différencie incontestablement de la machine. D'autre part, tout ne peut pas passer par une rationalité instrumentale, source du désenchantement actuel, comme l'explique si bien Max Weber. L'individu, et à plus forte raison l'individu malade, ne peut pas obéir qu'aux algorithmes mathématiques et aux lois statistiques qui s'appliquent plus à la collectivité qu'à l'être unique. On peut donc imaginer, c'est là mon feu, à l'heure des délégations de compétences, l'apparition d'un nouveau métier. Le chirurgien avec à nouveau un grand C, metteur en scène et coordinateur de la théâtralité chirurgicale, qui prendra en charge le patient dans sa globalité, corps et âme, en se faisant aider de techniciens subtilement adroits, artisans très spécialisés de la technique et de la robotique chirurgicale. La seule difficulté pour ce nouveau chirurgien, véritable acteur de soins, sera de conserver son humanisme tout en suivant les progrès technologiques. Cette vue, je le souhaite, me paraît le seul moyen de sauver la grandeur de notre métier, rendant ce chirurgien de demain responsable de son patient, bien évidemment sur le plan juridique, ce qui m'inquiète, mais surtout sur le plan moral, ce qui l'honore. Je vous remercie de votre attention.